Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2021. Bah oui, c'est ma première vidéo de 2021. J'avais enregistré quelques vidéos avant les fêtes de fin d'année, histoire d'avoir un peu de stock quand même. Et bah voilà, je rallume ma caméra, je change un peu le setup ici. Et bah voilà, première vidéo de l'année que je tourne en 2021. Donc je vous souhaite une très bonne année. Bah écoutez, on va attaquer très fort avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque je vais vous parler de la New Wave. Je parle de cette vidéo de New Wave, ou plutôt de synth pop, de pop synthétique, de pop électronique. Mais la New Wave au sens plus anglophone du terme regroupe aussi un peu le rock. Ça a démarré avec le Velvet Underground, Malcolm McLaren, même certains albums de Bowie, les B-52s, Blondie, voilà, tous ces groupes-là ont aussi fait un peu de ce qu'on appelle la New Wave, la nouvelle vague un peu rock, punk. Mais moi, je vais donc vous parler de New Wave au sens français du terme. Et on va voir dans cette vidéo l'importance des machines et des synthétiseurs, comment ces machines ont révolutionné la musique et inspiré tous ces nouveaux groupes qui vont remiser au placard les vieilles guitares et les vieilles batteries. Et tous ces groupes vont être inspirés par principalement trois éléments: Orange Mécanique, Kraftwerk et le punk. La synthpop, elle est principalement née en Angleterre dans les années 70 et dès 1970, un album qui va marquer les premiers groupes de New Wave, c'est la bande-son du film Orange Mécanique. Et oui, car outre le succès du film, le retentissement du film en Angleterre, eh bien la bande-son est tout à fait particulière. Elle n'est composée que par des instruments électroniques, avec des machines énormes, par Wendy Carlos. D'ailleurs, c'est un fait à noter, c'est une compositrice, en fait c'est une personne transgenre. Certains, les tout premiers albums qu'elle a composés étaient sous son ancien nom et ont été réédités avec son nouveau nom, donc on l'appellera Wendy Carlos. Et c'est une femme déjà, et c'est une personne transgenre, et c'est assez rare dans la musique électronique. Le son de la bande originale d'Orange Mécanique est composé sur ces énormes machines, ça donne une ambiance totalement particulière, un esprit de science-fiction et qui va marquer certains jeunes en Angleterre qui vont se dire « Waouh, c'est un super son !» Dans les années 70, vous avez aussi d'autres artistes qui vont s'intéresser aux machines, vous avez Vangelis, vous avez Jean-Michel Jarre en France, au Japon vous avez Yellow Magic Orchestra, mais ça reste on va dire des expérimentations, ce sont des albums expérimentaux, ce sont des gens qui testent ce que sont capables de faire les machines et surtout ce sont des très grosses machines qui sont compliquées à manipuler. C'est surtout en 1975 que le déclencheur a lieu, la révélation. C'est Kraftwerk. Ils passent en Angleterre, ils connaissent un certain succès en Angleterre, ils passent même à la télé, ils sont numéro 11 du top britannique avec leur tube Autobahn. Et c'est une révélation pour beaucoup de musiciens qui découvrent ce groupe totalement hallucinant de robots en fait, qui ne jouent que sur des machines, y compris la rythmique, y compris la boîte à rythme est faite à partir de machines. Nous avons découvert cette musique avant l'arrivée du mouvement punk, ce qui nous a permis de définir notre son. On a tout de suite senti que l'électro allait être la musique du futur. Et là, c'est une révolution pour de nombreux musiciens qui se disent on va pouvoir jeter les guitares. The interesting thing afterwards, there was a knock at our backstage door. It was a band. They were called Orchestral Maneuvers in the Dark. And the leader, Eddie McCluskey, was really astonished and happy that he was meeting us in person. And he said, "You know, guys, you have shown us the future. This is it. We throw away our guitars tomorrow and buy all synthesizers." Même si les synthétiseurs sont encore chers en 1975, ils ont tendance à se démocratiser jusqu'à la fin des années 80. On peut en trouver d'occasion, on en trouve dans des catalogues. C'est comme ça que les groupes les plus connus vont acquérir leurs premiers synthétiseurs. Certains vont même les composer eux-mêmes à partir de bouquins d'électronique. C'est le cas notamment de New Order par exemple. Et en fait, les gens découvrent que simplement avec des doigts, avec juste un doigt, on va sortir des sons jamais entendus jusqu'à présent, des trucs absolument fantastiques, juste à l'aide de vos doigts. I went to a studio to make a punk album, which would have been my first album. And when I got there,
In the corner of the studio, there was a mini Moog. Luckily, it had been left on this sound, which is a huge, big, bassy thing, and the room shook. You know? I just realised you can just press one key, and all this other stuff happens. You know, there was a massive amount of power in them and depth that I just never heard. Never heard anything like it before. One note. Alors si ces groupes dans les années 70 veulent remiser au placard la guitare, c'est juste que le rock est devenu très pompant. On est dans une période de ce qu'on appelle le rock progressif, où c'est une démonstration en fait. Les groupes de rock font des démonstrations techniques avec des synthétiseurs énormes, avec des claviers sur plusieurs étages, et il faut des années d'apprentissage pour jouer ce type d'instrument, et c'est un peu à celui qui aura le plus gros. Et ce qui va permettre de faire ça, c'est le punk. Le punk évidemment aussi a une énorme influence dans la musique, dans toute la culture musicale. Et là, l'une des conséquences du punk, eh bien, c'est que les artistes de musique électronique, du moins ceux qui voulaient faire de la musique électronique, voyaient ces groupes de rock avec plein d'instruments sur scène. Et d'un coup, arrive le punk avec juste 2 guitares, une basse, une batterie et des gens qui disent « vous faites comme vous voulez, vous faites ce que vous pouvez, surtout vous faites ce que vous voulez » et il en ressortira un truc plus authentique en fait. Et c'est ça que vont faire les musiciens de musique électronique, ils vont s'inspirer de cette devise, de ce motto. All the infrastructure around punk we absolutely loved. It's just that the actual music we saw as being quite old-fashioned and being a bit of a one-trick pony. So what we did was we took the attitudes of punk and gave it a different context, i.e. let's make music that nobody's heard before. Warm, leatherette. Warm, leatherette. C'est la culture du do-it-yourself, fais-le toi-même, et bien plein de groupes vont se former du coup à la fin des années 70, 75, 76, 77, Human League, Orchestral Man of in the Dark, The Normal. Ces groupes vont s'inspirer évidemment musicalement de Kraftwerk, mais aussi de toute la musique électronique allemande, parce que je vous dis que la synth-pop et la new wave est née en Angleterre, en fait elle est plutôt née en Allemagne, mais c'est en Angleterre qu'elle a vraiment explosé. En Allemagne vous aviez des groupes comme Can, comme Faust, qui vont inspirer les artistes anglais. Vous avez aussi des groupes plus, on va dire, plus dark, avec des discours un peu plus engagés. On est dans la fin des années 70, les villes bétonnées commencent à voir le jour, et ça se ressent aussi dans la musique, notamment la musique de Throbbing Gristle, la musique de Cabaret Voltaire, ou la musique encore de Joy Division. Ces groupes naissent un peu partout en Angleterre, à Sheffield, à Liverpool, mais ils sont tous indépendants et il n'y a pas vraiment de communauté. Ils n'essayent pas d'échanger entre eux. C'est une espèce d'éclosion comme ça, spontanée dans toute l'Angleterre, et de toute façon, ça ne marche pas commercialement. Ce sont des échecs. Ce sont des groupes qui sont indépendants, qui ont du mal et qui ne connaissent pas le succès commercial. L'Angleterre n'est pas encore prête. Les radios ne sont pas encore prêtes pour passer ce genre de son qui est trop électronique. On préfère rester au rock. Et donc Dan Miller, le fondateur du groupe The Normal, l'un des premiers groupes de New Wave, va décider de faire son propre label indépendant, c'est le label Mute Records, en 1979. Ce label, c'est un label mythique de la New Wave et de la musique électronique en général. Il faut savoir quand même que Mute existe encore, bien entendu, et Mute, ils vont signer des articles tout au long de leur carrière comme New Order, Dépêche Mode, Erasure, Yazoo, et encore aujourd'hui Moby, Goldfrapp. C'est un label mythique, c'est un label indépendant, et du coup, d'avoir un label qui regroupe comme ça pas mal de groupes qui vont commencer à connaître le succès, eh bien ça va aider au passage en radio, et ça va aider au développement de cette musique en 1979. Même s'ils n'arrivent pas à bousculer les charts, le fait qu'il y ait plein de groupes comme ça qui naissent et qui tentent des choses, eh bien va commencer à infuser petit à petit dans l'idée de la culture populaire britannique qu'on peut utiliser des synthétiseurs et qu'on peut avoir des sons électroniques dans les chansons. Mais c'est en 1979 que le Graal arrive avec un morceau qui va faire son entrée dans le top britannique et qui donc va passer à Top of the Pop, c'est Gary Numan.
C'est un ovni musical et un ovni télévisuel. Gary Numan lui-même en tant que personnage a quand même une personnalité forte avec du maquillage, une façon de s'exprimer, une identité un peu floue, une identité sexuelle très floue. Et surtout musicalement, c'est une musique faite avec des synthétiseurs. Et c'est la première fois à la télé qu'un groupe anglais, là en l'occurrence un artiste anglais, arrive dans le top 30. Tous les autres groupes de New Wave sont hallucinés quand ils voient la télé, qu'ils voient cet artiste qui sort de nulle part, que personne ne connaissait, un artiste londonien. Alors c'est pas de la jalousie, c'est juste qu'ils se disent waouh, mais ça y est, on peut, quelqu'un y arrive, quelqu'un qui fait notre son, qui fait ce qu'on fait nous, eh bien passe à la télé, c'est absolument extraordinaire et ça va déclencher tout le mouvement New Wave dès 1979, puisque là enfin les Anglais sont prêts à écouter et les radios, les télés sont prêtes à passer de la New Wave. The first time he was on Top of the Pops, I think either she phoned me or I phoned her. Are you watching this? Have you seen this man? He's fantastic, you know. D'ailleurs, Gary Numan fera un second single qui sera lui aussi un tube et qui a été samplé plein de fois. Vous l'avez vu récemment dans ma vidéo sur Armand Van Helden, c'est le tube Cars. Gary Numan n'aura pas une très longue carrière et pour la bonne raison que malgré tout les critiques sont assassines. La presse britannique est très rock'n'roll et ne voit pas du tout d'un bon oeil cette nouvelle musique entièrement composée de synthétiseurs. On le traite de voleur, on le traite d'usurpateur, on dit que c'est pas de la musique, on lui dit qu'il vole le travail des vrais musiciens. Ça aura probablement des répercussions sur lui-même, sur la façon dont il fait ce métier, la façon dont il va vivre ça, à savoir probablement très mal. Et donc la carrière de Gary Numan va être un peu écourtée quand même. Mais enfin, le mal est fait, si je puis dire, la musique électronique perce dans les charts. En 1980, donc, c'est le début de la vague New Wave et de tous les gros succès qui vont suivre. Suite au succès de Gary Numan, on va enchaîner les tubes en Angleterre. Il y a Visage, Fade to Grey. Il y a aussi, on en a parlé dans la vidéo sur Trevor Horn, les Buggles, Video Killed the Radio Star, qui est un immense succès. Et en 1980 naît aussi un groupe mythique de la New Wave et de la pop électronique, c'est bien sûr Depeche Mode. Voilà, on va s'arrêter là pour la première partie de cette vidéo, car vous avez déjà pas mal d'informations, je voudrais pas faire une vidéo trop longue, il y a beaucoup à dire. On a vu dans cette première partie l'éclosion et la naissance du mouvement synthpop et New Wave. Et on se retrouve pour la deuxième partie très prochainement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez prévenus, et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche qui se trouve en bas, je crois, ou quelque part, enfin, je sais plus où c'est dans YouTube.